bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlement Hebdo en compagnie de Mickaël Zamès. Bonjour Mickaël, nous voici partis pour un tour de l'actualité politique et parlementaire avec d'abord cette semaine la polémique créée par Laurent Wauquiez autour du RSA. Le ministre des Affaires européennes évoque le cancer des dérives de l'assistanat, recadrage de Matignon et de l'Elysée qui rappelle les mérites du système. Quelle mouche a donc piqué le ministre? Le gouvernement s'est aussi intéressé cette semaine aux plus riches avec la réforme de la fiscalité du patrimoine en Conseil des ministres, suppression du bouclier fiscal, mais aussi allègement de l'impôt sur la fortune. Le tout sera examiné en juin par les deux assemblées. Et pendant que la majorité se déchire autour du RSA, les socialistes se trouvent un sujet de belle unanimité. Les célébrations du 10 mai, 30 ans après l'accession au pouvoir de François Mitterrand. Journée porte ouverte à Solferino avec pour slogan d'une victoire à l'autre, allusion bien sûr à 2012. Et pour commenter toute cette actualité, Vincent Peillon, bonjour, vous êtes notre invité. Bonjour. Bonjour, vous êtes député européen. Vous comptez aussi parmi les dirigeants très influents du Parti socialiste. Vous avez d'ailleurs participé amplement à l'élaboration du projet pour 2012. Ce que l'on sait peut-être un petit peu moins de vous, c'est que vous êtes agrégé de docteur en philosophie. Et c'est vrai que c'est une science qui peut servir en politique. Philosophe, il fallait l'être sans doute dans vos rapports avec Ségolène Royal. Vous étiez son porte-parole pour la campagne de 2007, avant que vos rapports virent à l'aigre, notamment au meeting de Dijon en 2009, où elle s'était invitée. Inutile de vous rafraîchir la mémoire. Et en bonne asset, vous avez alors décidé de prendre un peu de recul avec une diète médiatique prolongée. Royal en 2007, qui pour 2012 ? Vous savez, on parle énormément des personnes, on va y revenir avec vos sujets. Ma préoccupation, c'est que l'ouverture des candidatures, on a décidé une procédure qui n'est jamais arrivée en France, qui s'appelle les primaires. Moi, je crois que c'est une très belle procédure parce que c'est une extension du suffrage universel. On reproche souvent aux partis de capter, dans le fond, les candidatures. Et ce sont des petits cénacles qui choisissent pour les Français qui vont présenter. Bon, donc c'est un problème d'offre politique. Là, les Français, en tout cas les progressistes, les Français de gauche, vont pouvoir choisir. L'ouverture des candidatures dans ce qu'on a choisi, c'est le 28 juin. Là, attendons de voir qui sera candidat. Moi, j'ai dit une préférence. Je souhaiterais que Dominique Strauss-Kahn puisse être candidat. Il n'a pas fait encore. Vous pensez qu'il va l'être ? Je n'en sais rien. Je ne suis pas devin. En tout cas, vous le souhaitez. Vous le souhaitez. Je pense que, et je vois et je reviens là de 3 jours à Strasbourg, les inquiétudes que l'on a non seulement sur la Grèce, mais sur le Portugal, sur l'Espagne, la situation économique et sociale française. On vient d'avoir 2 réformes, ou en tout cas 2 débats cette semaine, vous venez de les mentionner, le RSA avec les propos tout à fait indigents. On va en parler dans quelques secondes. Et la question fiscale, qui est une question déterminante. Pour les grandes réformes dont on a besoin, je crois que Dominique Strauss-Kahn peut être très utile au pays. Le début de la semaine commence par une polémique, c'est lundi. Et cette polémique vient de Laurent Wauquiez qui met les pieds dans le plat. Le ministre des Affaires européennes s'en prend aux bénéficiaires du RSA, le revenu de solidarité active. C'est surtout l'assistanat qui est attaqué. Ce serait, selon le ministre, le cancer de la société. Écoutez Laurent Wauquiez. La société française a un problème de justice. Le problème de justice, c'est le trop peu de différence entre celui qui travaille et les minima sociaux. Voire même parfois avec des situations absurdes où en cumulant différents minima sociaux, on peut se retrouver à gagner plus que quelqu'un qui travaille au SMIC. Je pense que c'est une vraie question de justice de rétablir l'équilibre là-dessus. Retrouver un peu de droits et de devoirs. Alors après ces propos, la polémique va s'introduire au sein même du gouvernement avec une réunion de groupe musclée mardi matin à l'Assemblée. Roselyne Bachelot, ministre en charge du dossier, aurait parlé de beaufitude et de propos de comptoir hués alors par certains députés. L'après-midi, devant les caméras, l'atmosphère était plus polissée, mais quand même, Patrick Hermansen. 5 heures de travail obligatoire et plafonnement de l'allocation pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Une proposition choc du ministre des Affaires européennes qui fait beaucoup de bruit dans la majorité. Après les critiques de Roselyne Bachelot, le Premier ministre a déclaré dès ce matin devant le groupe UMP qu'il fallait éviter de jeter le discrédit sur les lois votées par la majorité. Cet après-midi, dans l'hémicycle, François Fillon enfonce le clou. C'est une avancée sociale qui est à mettre au crédit du président de la République et de cette majorité. Salle des 4 colonnes, la polémique continue dans les rangs de l'UMP. Jean Leonetti ne décolère pas. De la part d'un membre de gouvernement dont ce n'est pas la compétence, dire directement qu'on va faire un projet de loi, ou plus exactement une proposition de loi qui est d'origine parlementaire, et de faire en sorte qu'on déstabilise sa majorité, c'est une erreur politique.
Malgré tout, le leader de la droite sociale trouve quelques soutiens. Dans un communiqué, 22 députés de la majorité dénoncent les amalgames et les postures d'indignation suite aux propositions de Laurent Wauquiez. Pour d'autres, c'est la forme qui ne convient pas. La question de la proposition de loi n'est pas adaptée. Je vous donne mon avis de député. Il faut parler de ces sujets-là, il faut tirer les conséquences des réformes qui ont été menées. Il faut pourquoi pas faire des propositions d'amendement. Là où Laurent Wauquiez a raison, c'est dans l'exigence d'une contrepartie. Cette contrepartie est demandée au-delà de nos électeurs, elle est demandée par tous les Français en réalité. Autre soutien, celui de Jean-François Copé, qui s'est engagé à étudier les propositions de Laurent Wauquiez dans le cadre de la Convention UMP sur la justice sociale le mois prochain. Alors, Laurent Wauquiez a été recadré par François Fillon, puis en Conseil des ministres par Nicolas Sarkozy. Il est monté tout seul au front, à votre avis ? Je ne sais pas si le cynisme va jusqu'à l'envoyer prendre des coups, ce que vous laissez entendre. Ce que je constate, c'est quand même deux choses. D'abord, le vocabulaire employé. Il faut mesurer quand même, parler à propos de gens qui sont dans la difficulté, le cancer de la société française. Il s'est disqualifié pour toujours dans des responsabilités d'homme d'État. Il parle au nom de la droite sociale. Qui soutient dans ce pays ce genre de discours? Dans le même temps, l'autre terme employé est justice. La justice, c'est entre ceux qui sont au RSA et ceux qui sont au SMIC. Dans le même temps, ou la même semaine, où le gouvernement qui soutient depuis 4 ans a fait le bouclier fiscal, renvoie des chèques de 100 000 € à des gens qui ont des fortunes colossales et vient encore de favoriser ceux qui ont plus de 17 millions d'euros. Donc voilà, on est dans le scandale de la vie politique française et de cette majorité. Est-ce que pour faire parler de soi, il faut être prêt à tout? C'est peut-être l'attitude de M. Wauquiez là, mais il contribue à ce que moi j'appelle l'abaissement national. Les pauvres ne sont pas les ennemis de la France et nous avons besoin de créer de l'emploi et d'avoir et d'exercer une solidarité à l'égard des uns et des autres. Par ailleurs, il a faux sur le fond, parce que ça compte aussi, pas seulement sur la forme. Il a faux sur le fond. Le RSA qui se décompose en 2 parties, il y a une partie qui est un socle, et puis il y a au contraire ce qui est prévu quand on reprend une activité pour qu'il y ait intérêt à reprendre une activité. Donc c'est incroyable, c'est absolument odieux dans la pensée, et c'est inexact dans la forme. Vincent Peillon, Jean-François Copé a dit que l'assistanat, le RSA, serait l'un des curseurs de la campagne de 2012. Est-ce que c'est une forme de clivage qui est en train de naître? Est-ce que c'est une façon de récupérer des électeurs, selon vous? C'est qu'une tactique politicienne, c'est ça que vous voulez dire? Et je crois qu'à un moment où le national-populisme se tient bien, on voit qu'il y a toute une droite dont il fait partie. Identité nationale, immigration, rejetons les Tunisiens, honte aux pauvres. Il y a toute une droite qui se dit, si on veut se refaire par rapport à la montée du Front National, il faut alors instrumentaliser un certain nombre de thèmes et ne pas avoir peur de le faire, quitte à franchir les frontières du pacte républicain. Car ce sont des discours qui, pour moi, ne sont pas des discours républicains. Monsieur Copé, dont nous avons eu quand même, c'était extraordinaire, un président de groupe, qui était en même temps maire, qui était en même temps avocat d'affaires. Ça n'a pas beaucoup ému. Alors il a fini par démissionner, mais il a fallu du temps pour les incompatibilités. Avec 200 000 € de revenus, se permet de donner des leçons aux gens qui sont dans la difficulté. Je trouve que ça va bien, et je trouve d'ailleurs qu'il y a un défaut, il faut être capable de s'indigner. Je suis étonné de voir l'absence d'indignation sur ces sujets. On s'indigne bien plus souvent de difficultés de gens qui sont eux-mêmes aux marges de la société que de ces nantis qui font des leçons. Mais oui, c'est une instrumentalisation politique. Un sondage aujourd'hui dit que 67% des Français sont plutôt favorables à ce qu'a dit Laurent Wauquiez, et même une partie des électeurs de gauche qui seraient aussi favorables. Ça ne vous laisse pas laisse à réfléchir sur le fond, notamment? Bah oui, sur la déliquescence de l'esprit public, c'est-à-dire, 1, il faut dire des horreurs pour qu'on parle de vous. 2, on ne parle que de vous. Cette semaine, la Cour on parle de l'assistanat. Oui. Cette semaine, la Cour des comptes explique qu'en France, la Cour des comptes dans l'éducation nationale, on a détruit des tas de postes, on est en train d'être totalement en régression par rapport aux autres pays. On ne peut pas faire une émission sur ce sujet, mais M. Wauquiez a réussi. On va dire, est-ce que les pauvres sont vraiment les ennemis des Français? On ne donne pas les éléments d'argumentation, et voilà. Et comme ça marche comme ça depuis un certain moment, on voit bien qu'on est dans cette France qui décline, dans cette France qui se replie sur elle-même, dans cette France qui est en train de mettre des extrémistes de droite aux avant-postes, et on a une droite, c'est plus étanche, une droite qui est en train de sortir du cercle républicain. Le RSA est une mesure prise sous un gouvernement de droite. Est-ce que si la gauche revient aux affaires, elle le reconduira tel quel, ou il y a quand même des aménagements à faire? Il y a sans doute des aménagements, mais vous avez raison, ça a été fait par la droite, avec d'ailleurs un homme qui venait de la gauche, ça fait partie de l'ouverture. Je crois que l'idée était bonne, on avait le RMI, qui au départ, il y avait insertion, il y a toujours eu l'idée qu'il devait y avoir une contrepartie.
Mais je vous le dis, parce que ça arrive même dans votre métier où la précarité augmente beaucoup et ça préoccupe vos syndicats, je souhaite à aucun d'entre vous, d'être à un moment dans une situation où vous touchez le RSA. J'ai été très touché par le journal Libération l'a bien fait à donner des témoignages. Les gens qui sont dans ces situations, et quand même les élus les rencontrent, ne sont pas des gens qui sont en train de s'amuser. Et donc les stigmatiser, les injurier en plus, dire qu'ils sont des gens qui profitent de la société, quand on voit tout ce qui se passe ailleurs, les bonus, les grandes rémunérations, les endogamies dont je parlais entre politiques, ça suffit. Le RSA, on le laisse tel quel ou on le fait quand même un petit peu évoluer? On peut le faire évoluer. Au départ, vous savez, ça partait par expérimentation. On peut le faire évoluer. On aura à repenser au mécanisme de solidarité globalement. Parce qu'on sait qu'en termes de réinsertion, ça n'a pas forcément très bien fonctionné jusqu'à présent, même si le bilan est court. Comme toujours, comme notre éducation laisse sans cesse. Mais je pense que si vous voulez avoir l'axe majeur dans cette affaire, c'est qu'il va falloir recréer de la richesse, ne pas la gaspiller en la donnant aux plus riches et créer de l'emploi. Parce que le fond de cette affaire, c'est toujours l'emploi. Nous souffrons d'un mal français qui est le défaut d'emploi. Et dans la politique de 2012, nous devons retrouver une priorité absolue à l'emploi. Alors ce vendredi, on sait que la croissance est repartie. On parle de 1% pour le premier semestre. Est-ce que justement cette répartition des richesses, est-ce que ça laisse espérer, cette croissance laisse espérer une amélioration ? Il faut le souhaiter, mais enfin, pour l'instant, on est quand même dans une grande instabilité. Donc d'abord, il faut se réjouir de cela, mais enfin, on n'a pas encore une tendance lourde. Et pour l'instant, les tendances qu'on a eues ces dernières années n'étaient pas bonnes. Mais l'objectif doit être évidemment pour la France de consolider la croissance et de faire de la croissance. On ne peut pas redistribuer sans faire de la croissance. Mais il faut aussi nourrir la croissance de la justice. C'est-à-dire qu'il faut impliquer tout le monde. Par exemple, la création d'emplois, plutôt que faire par exemple des heures sup détaxées, ce qui pousse les gens qui ont déjà un emploi à travailler plus au détriment des autres, ça ne fait pas nécessairement de la croissance. Donc il faut bien entendu étayer la croissance, mais il faut le faire aussi par l'emploi. D'un mot, c'était quand même mieux que nos voisins européens? Pour l'instant, là, sur ce résultat-là, on a un bon résultat. Il faut le confirmer. On sait bien qu'on est très en retard sur l'Allemagne sur plein de points de vue. Donc il ne faut pas... Ça encore, c'est politicien. Mais moi, je me réjouis. Si la France fait de la croissance, je ne suis pas contre. Maintenant, crier victoire là, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Allez, on va passer au mardi, avec une journée beaucoup plus consensuelle chez les socialistes, puisqu'on est le 10 mai. Un concert géant place de la Bastille pour se souvenir des airs de victoire. 30 ans après, jour pour jour, le Parti socialiste fête le sacre de François Mitterrand. Opération porte ouverte au siège de Solferino. C'est un reportage de Julie Hélin. Madame Aubry, on vous voit pas, s'il vous plaît. Sourire et ambiance bon enfant. En maître de cérémonie, Martine Aubry, la famille mitterrandienne était au grand complet au siège historique de Solferino. Et c'est la volonté de rassembler les Français que la première secrétaire du PS retient d'abord des années Mitterrand. C'est tout l'objectif de cette journée, retrouver l'esprit de François Mitterrand, trouver les réponses d'aujourd'hui, parce que ce ne sont évidemment pas les mêmes, mais ne jamais oublier pour qui nous nous battons, pour qui nous faisons la politique aujourd'hui. Entourés d'une foule de journalistes et de militants, les anciens ministres posent pour une photo de famille et déambulent au milieu d'une exposition de une de presse de mai 1981, tout en évoquant des souvenirs qu'ils veulent porteurs d'espoir pour la prochaine présidentielle. À un an des élections de 81, on ne donnait pas forcément François Mitterrand vainqueur, même si ça était en train de se préparer. Et primaire oblige, le prochain leader du PS porte pour l'instant le simple nom d'Espérance. Personne ne se risque à prononcer un nom, même les tout jeunes militants du Parti socialiste. Aujourd'hui non, évidemment, personne ne peut être ce qu'est François Mitterrand maintenant, mais qu'il y en a beaucoup qui sont tout à fait capables d'être François Mitterrand en 1981. Tout l'espoir d'un Parti socialiste qui attend encore son leader, pendant que l'ombre de François Mitterrand plane déjà sur les primaires. Vincent Payon, est-ce que le PS n'en a pas fait un petit peu trop avec ces commémorations de François Mitterrand? Non, il avait choisi d'ailleurs de ne pas en faire beaucoup. Il n'en a pas fait beaucoup. Il a fait une journée porte ouverte et cela. Un grand concert place de la Bastille. Le concert le soir, mais qui était aussi initié par d'autres, des journaux, des hommes privés. Et donc, au contraire, le choix qui avait été fait, qui a été, moi, j'ai trouvé qu'il était intelligent de la part de Martine Aubry, c'est de ne pas être dans la naphtaline du souvenir et de l'idolâtrie. C'était pas du tout l'état d'esprit de cette journée porte ouverte. Et donc, de se projeter aussi dans l'avenir, d'être capable de voir Mitterrand, mais la gauche, parce qu'on dit le 10 mai c'est la victoire de Mitterrand, oui, c'est la victoire de la gauche. Et beaucoup de gens d'ailleurs de gauche avaient voté Mitterrand, qui n'étaient pas nécessairement très mitterrandistes. Bon, donc ça a été fait, je trouve, avec... Mais il y avait un sentiment de victoire avant l'heure. En 81 ?
Là, pendant ces commémorations. Pas du tout. Moi, je dis très comme une nettement, atmosphère, comme si il y avait déjà gagné. Mais pas du tout. Moi, je pense, et beaucoup de dirigeants socialistes, que Nicolas Sarkozy n'est pas battu. C'est une erreur de le penser. Il a su montrer son talent politique. Les thèmes que vous avez évoqués tout à l'heure et qui sont lancés dans le débat public ne sont pas faits par hasard. Donc il veut situer, aller chercher une certaine France, comme il l'a déjà fait. La politique, pour lui, c'est pas agir et transformer la vie des gens, c'est acquérir et garder le pouvoir. Donc moi, c'est pas du tout l'état d'esprit du Parti socialiste. En 2012, l'affrontement électoral, la bataille électorale va être extrêmement difficile. Et tous ceux qui ont vendu des peaux de l'ours avant de l'avoir tué se sont toujours pris les Donc c'est une mise en garde pour le Parti socialiste en disant attention. C'est pas l'état d'esprit de Martine Aubry, c'est pas celui des principaux candidats, même si j'ai été étonné une fois d'entendre François Hollande dire Nicolas Sarkozy est déjà battu. C'est une erreur absolue. Nicolas Sarkozy n'est pas battu et la gauche devrait d'ailleurs faire sans doute attention à plus parler aux Français et à davantage se rassembler qu'elle ne le fait en ce moment, en pensant que Nicolas Sarkozy a commis tellement de fautes que les choses seraient déjà faites. C'est pas vrai du tout. Alors vous avez sûrement vu que Ségolène Royal a fêté le 8 mai. C'était encore une façon de se démarquer, vous qui la connaissez bien? Non, il y a eu beaucoup d'initiatives et j'ai trouvé ce qu'elle a fait qui était sur le thème républicain. Les drapeaux. Absolument, tout à fait utile. Et quand elle dit qu'il ne faut pas abandonner la nation aux extrémistes, elle a tout à fait raison. On se souvient que pendant la campagne, à propos du drapeau, elle voulait en 2007 un drapeau bleu, blanc, rouge dans chaque famille. Avec le recul, vous trouvez qu'il y avait un petit côté un peu grandiloquent républicain parfois? Moi, j'ai surtout, et je me souviens, et je pense qu'on devrait en tirer quelques conclusions, le souvenir de quelqu'un qui a affirmé la France métissée, une France qui devient aujourd'hui raciste, qui ne veut pas se voir telle qu'elle est, qui ne comprend pas ce que sont la diversité des populations, et en particulier les jeunes sur son territoire. J'ai le souvenir d'un grand discours à Vitrolles, où la République, et c'est effectivement les principes mêmes de la République, c'est pas demander aux gens d'où ils viennent, mais où ils veulent aller ensemble. C'est les principes mêmes de la Révolution française. Et donc je garde surtout cette idée, d'ailleurs Jean-Pierre Chevènement était à nos côtés dans la campagne, et moi-même j'aime passionnément la République, qu'elle a su tenir des discours républicains, que la gauche ne doit jamais oublier, qu'elle a aussi à relever cet étendard-là. Alors Vincent Peillot, vous étiez cette semaine à Strasbourg, mais la polémique sur la Porsche de Dominique Strauss-Kahn n'a pas pu vous échapper. Ah non, comment le pourrait-elle? On en a même beaucoup parlé dans la presse européenne, me semble-t-il. Erreur, grave maladresse de communication? Non, je ne crois pas. D'abord, je ne crois pas que la communication doit faire la politique. Bon, alors tous les commentaires... On sait qu'elle y participe. Elle y participe, mais j'ai écrit un livre entier cette année dont on ne parle pas encore, mais pour expliquer justement que c'est la mort du politique. On peut y venir, c'est arrivé dans d'autres époques. Si on pense que l'habillage remplace la politique, vous mangez, vos enfants vont à l'école, vous vous soignez, ça c'est la politique, l'urbanisme. Si c'est uniquement l'image, la Porsche, le bon. Donc moi je crois que cet épisode qui est vu d'ailleurs par nos partenaires européens avec plus d'humour qu'ici, c'est un peu tendu. Bah, ils regardent, y compris les réactions françaises, cette espèce, bon... Alors évidemment, Dominique Strauss-Kahn comprend qu'il va être l'objet de toutes les attentions. C'est une bonne chose. Je crois que ce qu'on doit attendre d'un candidat à la présidentielle, c'est qu'il nous parle politique. Et donc qu'il nous dise comment effectivement on va refaire de la croissance, comment on va casser ces ghettos urbains, comment on va faire de l'école française une école qui fonctionne, et que nous attendons avec impatience plutôt ces éléments-là, et que les Français jugeront Dominique Strauss-Kahn là-dessus plutôt que sur d'autres éléments. Oui, mais vous conviendrez qu'il vaut mieux parler de ça loin d'une Porsche que près d'une Porsche. Vous savez, je sais que ça gêne, mais cet ami qui conduisait la Porsche n'est pas né nanti. C'est un conseiller en communication. C'est possible. C'est un garçon qui est né dans une banlieue. C'est un garçon qui est français, mais qui est de l'immigration. Et alors, c'est possible. Et moi, je m'en réjouis assez. Je suis très étonné de voir une certaine France, parce que ce n'est pas dans les milieux ouvriers que j'ai entendu les reproches, c'est dans une certaine France très bourgeoise, très cul-serrée, qui veut garder les choses pour elle, et qui en même temps, là, a le complexe de quelque chose qu'elle n'aime pas, y compris une façon d'afficher ce que l'on vient de gagner. Donc moi, je trouve que là, on est très loin de l'essentiel, qu'il y a aussi des relents, bon voilà. Certains peuvent dire une maladresse, je l'ai vu. Pourquoi pas pour les communicants? Moi, je suis tout sauf un communicant, donc je ne peux pas juger ça. Mais par contre, j'attends avec impatience qu'on parle politique. Allez, mardi encore, c'est la mauvaise surprise pour Christine Lagarde. Le procureur général Jean-Louis Nadal demande à la Cour de justice de la République d'ouvrir contre la ministre de l'économie une enquête pour abus d'autorité dans l'affaire du Crédit Lyonnais. La procédure d'arbitrage en 2008 avait donné lieu au versement de plus de 200 millions d'euros à Bernard Tapie. Réaction dans les couloirs de l'Assemblée.
Oui, on peut dire que c'est une victoire, dans tous les cas une satisfaction. Que l'État lui-même accepte une procédure d'arbitrage, c'était déjà suspect. Le résultat lui-même était extravagant. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a derrière potentiellement, c'est vrai, une interrogation sur l'existence d'une affaire d'État. Christine Lagarde est une femme particulièrement honnête. Je la connais depuis longtemps. Je suis quand même assez dubitatif devant tout d'un coup ce réveil, 3 ans après, peut-être plus. Pourquoi pas avant? Et 3 ans après, on arrive proche des élections présidentielles. Qu'est-ce que vous soupçonnez? Rien. Une petite affaire préélectorale. Une petite affaire préélectorale ou enquête indispensable? Deux choses. Je ne souhaite pas que la campagne présidentielle se fasse sur tout ce qui n'est pas politique, les affaires, les voitures, parce qu'on peut encore passer à côté de notre destin collectif. Deuxièmement, plus il y aura de transparence, mieux ce sera. Donc il ne faut pas non plus empêcher ces procédures normales. Alors mardi encore, les députés examinent une proposition de loi UMP sur l'interdiction du gaz de schiste. L'ambiance aurait pu être consensuelle, mais socialistes et écologistes se sont finalement opposés à la majorité sur ce texte jugé pas assez contraignant. Le dossier, en tout cas, a provoqué une rencontre écologiste inédite devant l'Assemblée nationale. Jérémy Hartmann. Nicolas Hulot et Eva Joly pour la première fois côte à côte dans la rue. Au moins, le combat contre le gaz de schiste ne fracture pas les écologistes. Il les rassemble. Il y aura de toute façon une contrainte physique à laquelle on ne va pas échapper, c'est la fin du pétrole. Donc orientons nos investissements, orientons la technologie, orientons les comportements en fonction de ces impératifs-là. Le gaz de schiste, c'est une technologie du siècle dernier et nous souhaitons rentrer réellement dans le 21e siècle avec les énergies renouvelables. Les leaders écologistes unanimes et tous présents devant l'Assemblée nationale pour dénoncer une proposition de loi vidée de sa substance selon eux. Si la première version du texte retirait aux industriels toutes les autorisations pour exploiter le gaz de schiste, la dernière mouture débattue ce soir dans l'hémicycle leur laisse finalement la possibilité d'explorer les sous-sols français à une condition, que ces groupes pétrochimiques trouvent d'ici 2 mois des méthodes moins polluantes que la fracturation hydraulique. Total ment quand Total dit nous avons des techniques alternatives. Total n'a jamais foré, n'a jamais été chercher du gaz de l'huile de schiste. Donc aujourd'hui, croire le discours de Total, c'est effectivement, c'est de la poudre aux yeux, c'est de l'enfumage. Les socialistes qui se sont finalement rangés derrière la position des écologistes après avoir un temps envisagé de voter le texte proposé par l'UMP Christian Jacob. Si le PS déclare aujourd'hui qu'ils votent contre ce qu'ils ont voté la semaine dernière et entre autres sur des amendements qu'ils ont eux-mêmes déposés, c'est-à-dire qu'ils vont aller voter contre les amendements qu'ils ont déposés, c'est un peu compliqué à expliquer. Ces explications, les socialistes ont commencé à les donner ce soir dans l'hémicycle. La proposition de loi est examinée en procédure accélérée. Le vote devrait avoir lieu dès demain soir. Alors Vincent Peillon, on a entendu la Christian Jacob. Les socialistes ont d'abord travaillé avec l'UMP sur un texte commun, puis finalement ils ont rejoint les écologistes pour réclamer une interdiction totale. C'était pas un peu brouillon pour un dossier aussi important ? Vous avez raison, mais tout a été brouillon dans cette affaire depuis le début. Et d'abord, au départ, il y avait aussi 2 propositions. Puis ils se sont dit on va les réunir. Et puis, c'est le problème des rapports de force. L'UMP ne veut pas exactement ce que veut le Parti socialiste, donc a essayé de passer en force. Et donc, on arrive à cette situation. Plus globalement, vous avez vu, les politiques ont découvert assez tardivement le gaz de schiste. Et les difficultés, c'est monté. Et les dangers, il y a eu ces événements aux États-Unis, ce film, il y a eu certaines associations qui sont mobilisées. Bon, très bien. Moi, c'est dans ma région, donc j'ai vu l'Ardèche, j'ai vu le Gard, j'ai vu... Mon souci, là, ça, quand même, à mon avis, l'affaire est réglée. Hein. Donc, vous ne faites pas de soucis pour le gaz du schiste dans les temps qui viennent. À mon avis, la pression est énorme. Et les populations aurait pu s'allier dans une belle unanimité avec l'UMP sur non, précisément non. Mais derrière, vous allez voir que la pression aujourd'hui... Moi, je me suis promené sur les sites, j'y suis allé. Les populations, d'ailleurs, quand on voit les dégâts que ça peut causer, c'est fait sans précaution suffisante. Bon. Mais nous avons un problème qui a été dit, d'ailleurs, qui est quand même le problème majeur. Sortez du gaz de schiste que vous avez découvert il y a 1 mois, et donc vous n'êtes pas une grande spécialiste. C'est le problème de la politique énergétique. On ne peut pas dire c'est la fin du pétrole, on veut sortir du nucléaire, on ne veut pas du gaz de schiste, et on ne veut pas le retour au charbon. Bon, alors on va faire... Qu'est-ce qu'on fait ? Ça, je vois à peu près ce qu'on fait, mais c'est un des très beaux débats de la présidentielle, très important pour nous tous, de trouver la politique énergétique pour la France, pour les temps qui viennent, les 30, 40, 50 années qui viennent, et le faire aussi, la vieille idée de Jacques Delors,
dans un cadre européen, parce que dans cette affaire aussi, nous avons une question qui n'est pas rien, qui est la souveraineté nationale. C'est-à-dire la capacité, la suffisance que nous avons à satisfaire nos besoins énergétiques. Donc nous avons devant nous un très grand débat. Le gaz de schiste va, à mon avis, un peu disparaître dans ce débat. Mais là, nous avons des éléments importants. Les esprits ont évolué sur le nucléaire français, je le vois. Il va falloir en sortir. À quel rythme ? Comment ? En investissant sur quelle technologie ? Donc le solaire, l'éolienne, toutes les énergies renouvelables. Bien sûr, et sans doute aussi d'autres recherches encore. On a quand même encore nos problèmes de gestion de déchets, donc il y a beaucoup de choses à faire. Mercredi, on va passer à toute autre chose. On va parler de l'impôt sur la fortune qui est en passe d'être réformé. Ce mercredi, donc, le Conseil des ministres examine la réforme de la fiscalité du patrimoine. Nicolas Sarkozy enterre ainsi ce qui fut l'un des projets phares de son quinquennat, le bouclier fiscal supprimé. En contrepartie, l'impôt sur la fortune est allégé. Explication de Chloé Buffard. François Baroin, au pas de charge. Dernière ligne droite pour la réforme de la fiscalité du patrimoine. En fin de matinée, audition du ministre du Budget par la Commission des Finances. Le bouclier fiscal est supprimé dès 2012. C'est la fin d'un des symboles de la rupture voulue par Nicolas Sarkozy en 2007. Il n'était pas concevable de supprimer le bouclier sans toucher à l'ISF. Il devenait logique et équilibré en supprimant le bouclier d'en modifier ses effets aujourd'hui trop négatifs. L'impôt sur la fortune est maintenu, mais dans une version allégée. Il faudra posséder un patrimoine de plus d'1,3 million d'euros contre 800 000 euros actuellement pour être assujetti à l'ISF. Autre changement, il n'y aura plus que 2 tranches et 2 taux d'imposition contre 6 aujourd'hui. Coût de la réforme, 1,7 milliard d'euros. Le gouvernement s'est engagé à compenser à l'euro près. Première source, la suppression du bouclier fiscal qui devrait rapporter 800 millions d'euros. Pour le reste, le gouvernement table sur un alourdissement de la fiscalité sur les donations et les successions, ainsi que sur une taxe sur les exilés fiscaux. La réforme de l'ISF telle qu'elle nous est présentée aujourd'hui n'est pas financée. Et pour parvenir à cela, il faudra donc que la France s'endette. Le gouvernement entend faire adopter le texte très rapidement, avant le 14 juillet, pour une entrée en vigueur dès 2012. Alors, suppression du bouclier fiscal, hausse des taxations sur les gros héritages, il y a quand même quelques bonnes mesures, selon vous, dans cette réforme? Non, c'est une politique d'abord de gribouille qui doit quand même vraiment inquiéter nos concitoyens, de voir que des gens qui ont soutenu avec force la qualité de ces réformes pendant des années, tout d'un coup disent que ça posait un problème. Il y a quand même un problème de crédibilité de la parole politique de la part de vous avez vu sourire sur la droite de gouvernement. Baroin, oui, le bouclier fiscal. Mais c'est affligeant, parce que ça nous a coûté très cher dans toutes ces dernières années, ces mesures fiscales qui avaient d'ailleurs commencé. Jean-François Copé avait fait le premier bouclier fiscal assez tôt, et qui est toujours d'ailleurs fondé sur un mensonge, faire croire qu'en France, ce sont les riches qui payent le plus d'impôts, alors qu'on est un pays, la Cour des comptes vient encore de le dire, les moins redistributifs. Autrement dit, en France, quand vous êtes au SMIC, vous payez presque 50% d'impôts. Les impôts, exactement. Et quand vous êtes Madame Bettencourt, comme on l'a vu, c'est 6%. Donc c'est quand même, on marche sur la tête. Et ces gens-là ont fait toutes les campagnes en disant les pauvres riches. Alors on attaque, comme le fait les pauvres, les gens qui sont RSA, mais dans cette affaire, il y a une manipulation, car en réalité, ceux qui vont le plus bénéficier, je supprime le bouclier fiscal, mais j'allège l'impôt de solidarité sur la fortune. Et dans cet allègement de l'impôt de solidarité sur la fortune, sont les plus grandes fortunes, on voyait les chiffres qui étaient maintenant, mais de notoriété et reconnus par tous, sont les plus grandes fortunes qui vont encore être favorisées. Le 1,7 milliard, certains disent que c'est un peu plus. Et si vous revenez au pouvoir, est-ce que vous faites de l'impôt sur la fortune? Je pense qu'il faudra revoir les choses. On a un énorme problème si vous voulez. On est des pays où, lorsque vous travaillez, vous êtes durement taxé. Lorsque vous êtes rentier ou capitaliste, vous l'êtes beaucoup moins. Donc déjà, il faudra harmoniser cette fiscalité. C'est une chose qui est absolument essentielle. Deuxièmement, aujourd'hui, même si vous travaillez et que vous travaillez à un certain niveau, catégorie supérieure, vous ne pouvez plus acquérir du capital, y compris pour vous loger. Quand on regarde pour les jeunes générations qui arrivent, il ne suffit plus de faire de bonnes études, ça ne permet pas de monnayer un appartement à Paris ou dans des centres-villes. Donc c'est l'héritage qui prend à nouveau le dessus. Donc il va falloir à la fois traiter ce problème, celui de la fiscalité du travail, et cette grande réforme fiscale qu'on proposait depuis des années, et qui est maintenant celle que la gauche porte unanimement, qui consiste à fondre l'impôt sur le revenu, la CSG, et faire un vrai impôt progressif. Un seul impôt. Un seul impôt. Enfin, Nicolas Sarkozy, quand même, évoque cette semaine une taxe sur les hauts salaires et sur les bonus. On ne sait pas encore sous quelle forme. Il y a quand même la volonté affichée publiquement de s'en prendre aux revenus.
Il y a le mensonge de plus. Et vous avez compris qu'il est en campagne électorale. Il a fait exactement le contraire pendant 4 ans. Oui, mais nous, on a fait quand même quelques réformes dans ce pays, heureusement. De la centralisation, la suppression de la peine de mort, le RMI dont on parlait, la CSG, tout ça, c'est les socialistes. Donc sur les bonus, la priorité à l'éducation. Chaque fois qu'il y a eu un progrès, toutes les régressions, c'est ça. Et c'est la loi du mensonge qui passe. Donc vous allez avoir une année où, effectivement, à nouveau, une prime de 1 000 € pour les salariés. Vous avez vu qu'il n'y en a pas un quart qui la toucheront, cette prime. Mais c'est des déclarations, c'est à la télévision, on y croit, et derrière, on fait le contraire. Moi, je vous dis qu'il n'y aura pas de mise en œuvre de cette taxation des hauts revenus. Il a fait exactement le contraire pendant 4 ans. Mais il va vendre de la poudre de perlimpinpin, comme il l'a fait en 2007. Mercredi, un scénario irréaliste en commission au Sénat. Le projet de loi sur les soins psychiatriques connaît de multiples rebondissements. Le rapporteur centriste a décidé de jeter l'éponge. En cause, un amendement phare et très polémique, l'obligation pour les médecins de soigner les malades à domicile et plus seulement dans les hôpitaux. Explication de cet embroglio parlementaire avec Élisée Cardi. Les soins sans consentement ne sont pas du soin. De l'écoute, pas d'écoute. Devant le Sénat, la fronde des psychiatres et des soignants. Et dans les murs de la Haute Assemblée, à la Commission des Affaires sociales, il souffle un vent de révolte. La semaine dernière, la Commission a tout simplement rejeté le texte, une première pour une commission. La rapporteure Muguette Dini, désavouée, a démissionné. Elle est remplacée par un UMP, Jean-Louis Lorrain, un peu dépassé par les événements. Un peu surréaliste, si vous voulez, donc en lien avec la psychiatrie. Car la commission qui continue sa lutte a voté tous les amendements extérieurs, même ceux de l'opposition et même celui qui demande le retrait pur et simple du texte. L'après-midi, la séance commence donc dans l'incertitude totale. On est dans le cadre de la nouvelle constitution où c'est le texte de la commission qui est discuté en séance. Donc le texte du rapporteur qui est le texte de la commission qui n'est pas accepté, comment fait-on? On est en train de faire la première expérience. Ce texte porte tous les attributs des lois émotionnelles, des lois d'affichage. Il laisse de côté toutes les questions qu'un vrai projet de loi sur la psychiatrie et la santé mentale aurait dû aborder. Je trouve pas à la hauteur la façon dont vous caricaturez ce texte. Alors que nous proposons une alternative à l'enfermement, alors que nous avons une attention particulière pour les patients, pour les remettre en liberté et non plus uniquement les enfermer. Après la discussion générale, place au vote des motions de rejet du texte. Pour l'adoption, 149 contre 185, le Sénat n'a pas adopté. La motion de rejet n'est donc pas adoptée. La ministre peut effectivement souffler. Le débat continue, mais le texte a déjà marqué durablement les esprits au Sénat. Vincent Payon, c'est un texte très important, ce texte sur la psychiatrie. Est-ce que pour vous, ça pourrait être d'ailleurs peut-être un sujet de philosophie pour le bac, peut-on imposer de soigner par la loi ? Non, de soigner par la loi, certainement pas. Je vais vous dire la vérité, je n'ai pas suivi dans le détail. Ce sont vraiment des sujets qu'il faut traiter. Je suis assez effondré de ce que je découvre là. Oui, les mots ont été très durs au Sénat cette semaine. Sur des sujets de soins publics qui devraient quand même normalement, puis le Sénat dans sa sagesse, comme on dit, transcender les clivages partisans dans une démocratie apaisée. Donc là, c'est pas le cas. Une si petite victoire, on peut se dire, je suis passé à 180 contre 140, c'est pas bon sur des sujets qui sont comme ça. Donc je n'ai pas de jugement très précis. Sur ce qui est en question. Je réponds non à votre question quand même, ça très précisément, mais je vois que ça a été très mal mené. Là. Alors justement, le 25 septembre prochain, ce sont les élections sénatoriales, on connaît enfin la date cette semaine. Si la gauche revient au pouvoir, est-ce que vous imaginez pouvoir l'emporter au Sénat le 25 septembre prochain? Je ne suis pas du tout un spécialiste, ça m'est reproché, y compris pour moi-même, des questions électorales depuis longtemps. Mais il semblerait que pourquoi il n'y aurait pas une alternance au Sénat comme il y en a eu partout ailleurs, c'est sain pour la démocratie, donc ce serait une bonne chose. Vous seriez tenté par un poste de sénateur dans votre carrière? Vous dites vous-même que ça devrait être la politique de la sérénité. C'est un poste qui transcende les clivages. Je n'y ai jamais pensé, parce que je suis dans mon action de parlementaire européen, mais... mais pourquoi pas, c'est ça? Non, c'est pas pourquoi pas, c'est vraiment pas d'actualité, mais je ne préjuge pas, comme je compte vivre très vieux, très âgé, avoir une très longue carrière politique, je ne sais pas ce que je ferai dans 30 ans. Il n'y a pas que des sénateurs très vieux. Mais je ne disais pas ça, mais moi je peux faire beaucoup de choses. C'est même beaucoup rajeuni, Vincent Payon. Je serai peut-être un jour conseiller général, maire même, vous voyez, enfin on ne sait pas. Ce sont des choses qui pourraient... Peut-être je vais arrêter la politique demain. Allez, on va passer au jeudi. Laissons l'avenir ouvert. On va passer au jeudi, quand Christine Ockrent refait de la télévision. Ce
jeudi matin, Christine Ockrent est auditionnée par une mission d'information sur les dysfonctionnements de l'audiovisuel extérieur de la France, qui chapeaute France 24, RFI et TV5 Monde. Climat de guerre interne, mauvaise gestion, plans sociaux. L'audition qui est retransmise en direct par les chaînes parlementaires a parfois, ce jour-là, des allures de tribunal. On écoute. Il n'est pas question que je démissionne. Démissionner pour donner raison à tous ceux qui ont exploité de façon honteuse cette affaire d'espionnage informatique en souillant mon honneur, ma réputation, donner crédit à toutes ces insinuations. Démissionner pour leur donner raison, non. On a un sentiment de malaise parce que vous vous présentez effectivement comme une victime. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est l'intérêt de la chaîne. Et le conflit que vous nous décrivez à loisir aujourd'hui, excusez-moi, mais il m'intéresse beaucoup moins que l'avenir de la chaîne. La situation d'aujourd'hui est devenue tellement surréaliste qu'elle est incompréhensible. Voilà deux dirigeants qui sont les plus hauts salaires de l'audiovisuel français, public, qui se font la guerre par tribunaux interposés, avec une violence tout de même exceptionnelle, et l'État est en train d'annoncer qu'il va engager un deuxième plan social à l'AEF. Comment est-ce qu'on peut imaginer que les salariés de l'AEF, devant ce spectacle, puissent rester sereins? Ce conflit à la tête de l'exécutif porte préjudice aussi, au-delà des personnes, et j'ai d'abord parlé d'elles, mais porte préjudice à l'entreprise, à ses personnels, et donc quelque part à l'image de la France à l'extérieur. Donc vous le voyez, hein, des interpellations très dures à l'égard de la directrice déléguée générale. Pour rebondir sur ce que dit M. Herbillon, vous qui êtes député européen, c'est dommage de voir comme ça l'image de la France aussi brouillée. C'est le problème des nominations politiques. Moi, je n'ai pas commenté ce qui concerne les chaînes de télévision, même si j'ai eu à m'exprimer autrefois sur la courtisanerie de certains qui organisaient sur le service public des débats qu'on faisait en préfecture sur identité nationale et immigration. Mais je me souviens des nominations des deux personnes qui s'affrontent aujourd'hui. Ce sont des nominations trop politiques par rapport à des médias qui devraient être indépendants. Et on va dans un sens qui, dans le fond, on le dit, est de plus en plus celui-là. Christine Ockrent, c'était une nomination politique parce qu'au départ, c'est une On dit même que ça a été fait de... dans le cabinet du ministre des Affaires étrangères qui était son mari. C'est dans toute la presse. Et c'est avéré depuis longtemps. Je trouve que la France, de temps en temps, devrait se moderniser et emprunter à la culture libérale un peu de transparence et de séparation des pouvoirs. Ce serait bon pour votre métier. Et comme on a besoin d'un espace public et d'un esprit public qui se revigore, votre métier, l'information, de ce point de vue-là, c'est essentiel. Et il faut faire attention à la fois à la commande privée. On l'a, les grands groupes qui sont entre les mains de grands groupes financiers qui vivent aussi de la commande publique. On n'a toujours pas réglé ce problème. Et deuxièmement, je ne suis pas pour que les politiques, j'en fais partie, aient la mainmise sur un certain nombre de médias. Et pour reprendre les propos des députés, la voix de la France, vous qui êtes député européen, est-ce qu'elle est vraiment entendue? Est-ce qu'on a cette chaîne France 24 qui porte la voix de la France? Est-ce que pour vous, elle est suffisante? Elle était appelée ou elle est appelée à se développer. Et ça manque aujourd'hui, il manque d'une voix de la France à Bien sûr, l'extérieur. mais enfin, vous savez, c'est un groupe maintenant. Par exemple, Radio France Internationale, sur lequel j'ai entendu des tas de moqueries, est un groupe et avec des journalistes qui sont écoutés. Et écoutés, évidemment, tout à fait à l'extérieur de nos frontières. Donc il y a là des journalistes compétents. On peut d'ailleurs, nous-mêmes, vous savez, je voyais hier un article de gens, le vrai travail qui se passe. Les Français sont les moins présents au Parlement européen, même quand il est en France, à Strasbourg, les grands médias. Tous les médias étrangers sont là. Quand on veut parler d'un sujet, par exemple, moi j'étais le rapporteur de l'Union pour la Méditerranée, c'est pas rien, surtout pour les Français qui sont quand même sur la rive sur la rive nord de la Méditerranée, mais auprès de la Méditerranée. C'est RFI qui fait le boulot, qui a de bons journalistes, qui sait, qui interroge, qui suit ses dossiers, etc. Et donc je trouve que nous avons besoin d'un pôle évidemment international. Je suis pas sûr, je l'ai dit, même si je crois que ça se développe et que c'est appelé à se développer, que certaines décisions qui ont été prises au début ont favorisé au mieux le développement. Alors si vous revenez au pouvoir, encore une fois, c'est la question, qu'est-ce que vous faites? Comment vous nommez les présidents des différentes chaînes, et notamment pour France 24, pour RFI et pour toutes les autres chaînes qui ont besoin d'un président? Moi, je crois maintenant qu'on a besoin à la fois de procédures parlementaires associant les majorités, les oppositions, etc., et qu'on a en même temps besoin de commissions indépendantes de gens du métier et qui peuvent s'accompagner de gens
d'autres métiers, mais qui ne sont pas des politiques. Ça existe dans beaucoup de pays, les commissions de déontologie, les commissions de nomination. Et de ce point de vue-là, je souhaite vraiment, hein, et c'est impératif, parce qu'il faudra une césure en 2012. En 2012, il faudra dire, oui, il y a eu un abaissement national, il faut une refondation républicaine, indépendance de la justice, attention à la police, un Parlement qui peut exercer ses droits, et il va falloir un grand plan pour l'indépendance des médias. Et ce n'est pas seulement le CSA qui peut être à l'origine de ces Tel nominations. qu'il est constitué, tel que sont nommés ces membres, je pense qu'il appelle à quelques réformes. Oui. Donc une refonte du CSA, c'est une proposition ferme. Oui, bien sûr, et qui sont d'ailleurs dans le projet du Parti socialiste. Il va falloir évoluer sur ces sujets, et on est plutôt en train de régresser. Bon, vous aimez le cinéma, Vincent Payon? J'aime beaucoup le cinéma, je suis né dans un cinéma, mais j'ai peu de temps pour y aller. Bon, on va vous parler... êtes né dans un cinéma? Le cinéma Ursuline, le plus vieux de France, qui était géré par ma grand-mère, qui était présidente des cinémas d'art et d'essai. Donc j'ai passé ma vie dans les cabines de cinéma, à vivre avec le bruit du cinéma, et voilà. Donc vous devez sûrement suivre aussi le Festival de Cannes, et un film sera projeté la semaine prochaine hors compétition, un film qui retrace l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir. Ça s'appelle La Conquête. C'est Denis Podalides qui joue le rôle de Nicolas Sarkozy. Regardez cet extrait, on s'y croirait. Qui c'est qui m'a foutu un truc aussi haut, là? C'est pour Villepin ou quoi, ça? Regarde ça. Regarde, tu as le calcul derrière. Ah, quoi? Il est où, le calcul? Non, il n'y a rien, là. Putain, arrangez-moi ça. Il y a quelqu'un qui peut nous récupérer. Qui c'est tous ces gens, là? Qu'est-ce qu'ils foutent là? J'en ai marre. Virez-les-moi. Vire-moi tous ces gens. Pour ceux qui n'ont rien à faire sur ce sort. Merci. Merci, messieurs. J'ai 5 équipes plus des manches, je les garde pour rien. Honnêtement, ça. Si je pense que c'est mon mec, je fais. Bon, alors je regarde où? J'ai aucun renseignement, rien, personne ne me dit rien. J'ai 5 équipes plus des manches, je les garde pour rien. Alors maintenant, vous me dites, hein, et que je me débarrasse de cette merde. Je veux être le président d'une république irréprochable. Vincent Payon, vous allez aller le voir, ce film? Je ne crois pas. Pourquoi? Ça ne m'intéresse pas. Et je vais vous dire, non, je crois que, bon, moi je connais celui qui a fait le scénario, c'est un très bon acteur, là. Mais en voyant ça, vraiment, je pense à une chose. Hein. Moi, j'étais le premier, et j'ai jamais hésité, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se retournent, à considérer que ce que faisait Nicolas Sarkozy était une blessure pour la République française. Mais les attaques contre l'homme, la normalité, la taille, l'hystérie, etc., je ne veux pas d'une campagne présidentielle là-dessus. C'est une caricature. Je le dis, ça fera le lit des extrémistes. On a connu d'autres époques. Et je souhaite que la gauche, la droite, elle aura sa responsabilité, elle là aussi. Mais je souhaite que la gauche fasse une campagne sur des arguments, sur le fond, sur les bilans, sur les propositions, pas sur les personnes, et pas sur les caractères, et pas sur les images. Ce serait ce qui pourrait nous arriver de pire. Vous voulez dire que ce film est une attaque volontaire, une caricature? Non, la vérité, je n'en sais rien. Je viens juste de regarder ce passage. Oui, on était quand même sur la taille. On avait un personnage qui semblait un peu agité, qui disait des grossièretés. Alors on dit que ça correspond. J'ai vu beaucoup de journalistes qui racontaient ça. Moi, je suis un responsable politique. Et je pense que nous ne devons pas faire de la politique comme ça. Moi, je n'en ferai pas. Et ça m'a fait penser à ce que je vous ai dit. Faisons bien attention, car je vois des tentations. Hein. Faisons bien attention à ce que cette campagne présidentielle, ce soit un bilan contre aussi le bilan qu'on avait avant 2002 et un projet contre un projet. Et il y a aussi Carla Bruni qui est dans le film de Woody Allen cette semaine. Là aussi, on est dans la confusion des genres, vous pensez? Non, je ne sais pas. Je veux pas en plus dire je n'irai plus au cinéma parce que les Sarkozy sont sur tous les écrans. écrans. Il y a d'autres films. Mais en tout cas, écoutez, mon fils de 12 ans est allé le voir avant-hier puisqu'il sortait à Paris et j'ai dîné avec lui hier et il m'a dit qu'il trouvait ça très joli. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Et que Carla Bruni jouait très bien, il ne m'a pas parlé d'elle, vous voyez. Ce retour en arrière, ce Paris historique, cette deuxième histoire d'amour. Voilà, même un petit garçon a trouvé ça très joli. Si j'ai un moment, j'irai voir ce film. Et même le fils de Vincent Payon ne parle pas de Carla Bruni-Sarkozy. Mais non, mais je vous jure que je crois que, enfin, il me semble, hein, que c'est pas l'essentiel du film de Woody Allen et que c'est une petite déformation de penser qu'il faut conduire uniquement sur Carla Bruni. Mais c'est parce que vous avez un politique en face de vous. Au-delà de tout ça, c'est la pipolisation de la vie politique que vous condamnez, c'est bien ça? Non, c'est pire que ça. C'est la tentation néo-populiste et fasciste qui est déjà arrivée dans l'histoire de l'Europe au XXe siècle, qui consiste à penser au bout d'un moment que la politique, c'est des questions d'image, des questions d'appartenance, des questions de caractère, alors qu'en réalité, je continue de croire que c'est l'indépendance des médias, l'école, le progrès, la santé, etc., et que j'aimerais qu'on parle de ça, et que
attaquer les adversaires sur, par exemple, des questions physiques me semble quand même vraiment... on parle d'autorité, d'exemplarité. Imaginez quand même, j'espère que ce n'est pas ce que vous dites à vos enfants. Bon. D'abord, il faut attaquer l'autre parce qu'il est petit, gros ou Vous n'irez pas voir le film, en tout cas. Hein? Vous n'irez pas voir ce film. Non, puis c'est vrai que, par ailleurs, Sarkozy n'a pas besoin en plus d'aller au cinéma, quoi. Allez, on va terminer avec une pensée pour les journalistes Hervé Guéquier et Stéphane Taponnier, ainsi que leurs 3 accompagnateurs. C'était ce vendredi leur 500e jour de captivité, avec des manifestations de soutien un peu partout en France, ici à Paris, avec le comité de soutien et l'association Reporters sans frontières. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Vincent Payon d'avoir été avec nous. Quant à nous, Mickaël. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.